Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Canada, by the way, imposes a 250 to 300% tariff on many of our dairy products. With countries like Canada, we subsidize a lot of countries and keep them going and keep them in business. In the case of Mexico, it's $300 billion a year. In the case of Canada, it's close to $200 billion a year. Alors, c'est Donald Trump hier dans un discours qui rabâche tout le temps, c'est-à-dire il parle de la balance commerciale canadienne versus États-Unis et il nous reproche finalement de pomper le cash des Américains depuis trop longtemps, d'où son espèce de jour de la libération hier pour les Américains. Stéphane Paquin, vous êtes titulaire de la chaire Jarilowski sur la confiance et le leadership politique à l'UQTR. Vous êtes directeur du groupe de recherche et d'études sur l'international et le Québec. Quand il parle comme ça, évidemment, c'est faux. Quand il parle d'une balance commerciale qui favorise le Canada, évidemment, il considère le pétrole là-dedans, mais sinon, je veux dire, on est un meilleur partenaire, on est un très bon partenaire commercial pour les Américains. Il faut leur rappeler. Là. Bien, juste hier, le 1er octobre, il y a eu, avant-hier, il y a eu un document produit par le gouvernement américain qui fait la liste de toutes les récriminations que les Américains ont avec tous les pays de la planète. Les 2 pages qui concernent le Canada, c'est assez léger, je trouve. Si c'est ça les problèmes, ça se règle assez facilement. Ouais. Bon, évidemment, pour ce qui est de la gestion de l'offre, c'est autre chose. Mais nous, on ne subventionne pas, comme les Américains, notre agriculture. La façon de la gérer, c'est de leur donner des quotas de production, puis leur assurer un revenu stable année après année. C'est 2 modèles différents. T'sais, si on appliquait le modèle américain, ça voudrait dire qu'on paierait directement les agriculteurs pour favoriser leur production. On leur paierait aussi une assurance risque. Bref, le modèle américain est aussi protectionniste que le nôtre dans le fond. C'est une distorsion commerce. Puis c'est comme si on s'était... C'est ça la négo. Puis la CEOM, le dernier qui l'a signé lui-même, c'est ça qui est écrit en gros sur plusieurs produits. Il y a quelqu'un qui rappelait très justement que le sucre, les Américains se l'ont gardé. Le sucre est... Le tabac, le sucre. Oui, donc on pourrait leur mettre ça en pleine figure. Là. Est-ce qu'on a le bon discours, d'après vous? Est-ce qu'on ne devrait pas plus leur remettre en pleine face aussi leur façon de faire? C'est en partie... oui, bien, le Canada est très actif aux États-Unis. En ce moment, si vous regardez les tentatives, notamment sur les réseaux sociaux, c'est les pages publicitaires, les émissions de télé, les émissions de radio, incluant Fox News, là, qui est très, très suivi par les... Le principal message du Canada, c'est qu'on est un partenaire fiable. Non, il n'y a pas de problème de sécurité à la frontière canadienne. On ne veut pas une mexicanisation de la frontière canadienne avec une immense sécurité, là, comme on peut le voir. Il l'a dit hier, c'était réglé. Oui. Ah, bon, ben, tu vois. Trump, il l'a dit. Regardez, maintenant, la frontière, on a réglé ça. Voyez-vous, ils ont agi. Bon, ben, tant mieux, parce que le prétexte que Trump prend pour imposer ses tarifs, c'est une urgence nationale, ce qui lui permet de contourner la loi, de contourner le Congrès aussi, qui est celui qui normalement doit imposer les tarifs. Donc ça, c'est une autre question qui touche le droit constitutionnel américain. Combien de temps ça va prendre avant que le Congrès reprenne son rôle? Comment les tribunaux vont-ils agir face à toutes ces menaces tarifaires? Honnêtement... c'est encore ouvert. Oui. On va justement, puisqu'on parle de Canadiens qui parlent aux Américains, il y a Véronique Proulx à qui on s'est adressé hier, qui est la présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui est à Washington. Et on s'était promis de se reparler, Véronique, ce matin. Bonjour. Bonjour, bon matin. Est-ce que c'est ouf pour vous aussi? Est-ce que vous êtes soulagé? Quel est votre état d'esprit? Là? Parce qu'il y a divers commentaires là-dessus. Il y a des gens qui disent, oui, mais en attendant, là, c'est peut-être qu'on a gagné du temps, mais ça va nous rattraper tout à l'heure. Comment vous voyez ça, vous, Véronique Proulx? Bien, écoutez, il y a un certain soulagement parce qu'on s'attendait au pire scénario, c'est-à-dire 25 sur tous les produits qu'on exporte aux États-Unis. Alors, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, l'incertitude, à mon avis, va demeurer parce que on a été épargné sur les tarifs universels, mais est-ce que ça va revenir dans 1 semaine, 3 semaines, 3 mois? Moi, j'ai peur que l'incertitude demeure et que ça continue à nuire à nos entreprises qui investissent pas ou qui vont choisir d'investir du côté américain. Ça, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que les tarifs sur l'acier et l'aluminium sont encore en place. Ouais. Les contre-mesures tarifaires sur l'acier et l'aluminium, donc tout ce qu'on importe des États-Unis, composantes, matières premières, qu'on utilise dans notre transformation au Québec, c'est encore taxé 25 %. Alors ça fait mal à notre économie régionale, ça fait mal à nos PME. On a encore, bien sûr, les taxes sur le bois d'œuvre. Et je finis avec le secteur automobile. C'est un secteur qui est beaucoup concentré en Ontario, mais au Québec, on a plus ou moins 400 entreprises, des fournisseurs qui font partie de la chaîne d'approvisionnement. Alors, on n'est pas encore sorti du bois.
Non, effectivement. Puis vous avez bien de rappeler les tarifs en vigueur sur l'acier, l'alu, sur les produits hors accord, le fameux accord ACUM. Le bois d'œuvre, bon, les deux premiers acier aluminium produits hors ACUM, c'est 25 %, puis le bois d'œuvre, 14,5 %. Puis là, depuis hier minuit, voitures et pièces, 25 %. Sur la notion des pièces, avec Stéphane Paquin, mon invité, on se disait, est-ce que c'est clair la notion, le taxage des pièces, là, parce que nous, on en a un commerce des pièces, là, ici au Québec, là, ça touche des travailleurs québécois. Qu'est-ce que vous comprenez de ça, vous, Véronique? Au niveau des contre-mesures tarifaires sur les composantes? Oui. C'est-à-dire que au niveau de l'acier et l'aluminium, il y a une série de produits qui sont taxés. Alors, une entreprise en région là, qui commande, mettons qu'elle est dans le secteur automobile, puis qu'elle commande des pièces d'aluminium, d'acier, c'est 25 de tarifs lorsqu'on l'importe au Canada. Et souvent, ces entreprises-là n'ont pas d'autres alternatives en Amérique du Nord. Nos chaînes d'approvisionnement sont très intégrées. Ouais. Si elle n'a pas d'autres fournisseurs, sa seule option, c'est de l'acheter à 25 de plus. Et là, soit elle absorbe le 25 soit elle le transfère à son client québécois. C'est avant localement. Le problème qu'on a, c'est que notre concurrence asiatique, les gens qui fabriquent en Chine, exportent au Québec, eux, ils ont 0 tarif. Donc, nécessairement, l'entreprise québécoise qui doit s'approvisionner des États-Unis, qui paye 25 de plus, quand elle se retourne vers son consommateur québécois, il va choisir d'acheter le produit chinois. Donc, ces mesures-là, ces contre-mesures-là, à terme, ça nuit à notre capacité manufacturière au Québec, puis ça amène l'effritement de notre empreinte manufacturière dans toutes les régions. Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui? Vous avez des rencontres de prévues, Véronique Proulx, aujourd'hui à Washington? Oui, on a encore des rencontres, mais je vous dirais, quand on regarde l'état d'esprit, puis on a eu plusieurs rencontres, même depuis qu'on s'était parlé hier matin, ce qu'on constate, en fait, du côté républicain, les sénateurs comprennent de plus en plus, je vous dirais, là, l'impact des tarifs, mais c'est pas qu'ils le comprennent pas, c'est que ça fait pas encore assez mal aux Américains pour que les sénateurs républicains aient le courage de parler publiquement. On a commencé à entendre dans les histoires qui nous parlent le tourisme au New Hampshire, le tourisme dans le Maine, le tourisme provenant du Québec, du Canada qui commence à diminuer. On nous parlait d'entreprises américaines qui achètent du Québec puis qui disaient, là, ça va me coûter 25 % plus cher, je suis pas capable d'assumer ça. Donc, mais ça fait pas encore assez mal aux entreprises américaines, à leurs travailleurs. Ils sont pas assez fâchés pour que les républicains, à leur tour, osent lever la main et contredire le président Trump. Avez-vous l'impression? On en a pour quelque temps. Oui, c'est ça. Vous avez l'impression que c'est une question de temps, mais que ça va finir par arriver, que finalement, les leçons, la tape sur les doigts de Trump, ça va venir des sénateurs républicains qui vont lui dire « Hey, garde, t'es en train de sabrer dans notre base. Là. Les Américains vont être moins fans. » Ouais. Exactement, parce que pour l'instant, le président Trump est très, très populaire dans leurs États. Fait qu'ils vont pas sortir contre lui, mais quand les gens vont commencer à ressentir les effets de l'inflation, de l'augmentation de coûts, de perte d'emploi, c'est là où ça pourrait tourner, mais on n'est pas encore rendu là. Et vous revenez donc au Québec, vous revenez aujourd'hui ou demain, c'est ça? On revient aujourd'hui, effectivement. Ouais, vous revenez satisfaite quand même des rencontres que vous avez pu avoir? Oui, absolument, parce que ça nous permet de mieux comprendre la posture, ça nous permet de comprendre où les entreprises américaines en sont et de voir justement à quel moment on peut mieux travailler ensemble on rencontre la US Chamber of Commerce, qui est notre homologue tout de suite après cette rencontre-là, pour voir comment on peut continuer à travailler ensemble pour que l'information se rende aux élus, que l'information se rende aux entreprises, puis qu'éventuellement, on puisse arriver à une relation où il y a beaucoup moins d'incertitudes et une relation où on travaille bien ensemble. Vous savez, pendant que nous, on parle de tarifs, puis qu'on chicane, puis qu'on parle peut-être d'une révision d'accord de libre-échange, la Chine, pendant ce temps-là, est en train de se renforcer. Il faut travailler sur la compétitivité du marché nord-américain. Notre menace est là ailleurs. Et ça, c'est un message qu'on va continuer à porter avec nos homologues américains. Ouais, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Véronique Proulx. Bon retour au Québec. Véronique Proulx est présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Stéphane Paquin, là-dessus? Oui, la Chine, c'est vraiment le facteur important à considérer parce que Trump est en train de faire de la Chine la prochaine grande puissance hégémonique mondiale. Ah oui, c'est ça. En retirant l'aide au développement américain d'une cinquantaine de pays, ils ouvrent la porte à la Chine en mettant des tarifs douaniers très élevés
énormément de partenaires commerciaux, surtout ceux en Asie du Sud-Est où les tarifs peuvent monter jusqu'à 44 %. Ça va les rapprocher de la Chine pour faire un accord commercial, par exemple. On a vu récemment, la semaine dernière, en fait, le Japon, la Corée et la Chine parler de négocier un accord pour faciliter le commerce qu'on n'aurait jamais pensé parce que c'est des gens qui ne s'apprécient pas particulièrement. Ouais. Donc, les Américains étaient en train de fédérer une partie de la planète autour de la Chine qui en plus, est en train de tester la volonté américaine de défendre Taïwan. On a vu dans les derniers jours que la Chine est en train de faire des opérations de vaste ampleur, de désinformation, mais aussi militaire. Ce que ça a comme conséquence, c'est que nous, les semi-conducteurs qui viennent de Taïwan, ce sont les semi-conducteurs les plus performants qui ont dans les très hautes technologies, notamment dans l'intelligence artificielle. Ça vient de Taïwan. Si la Chine prend possession de l'île ou le contrôle de l'île, ça va vouloir dire qu'on donne cette technologie aux Chinois. Alors, c'est extrêmement important ce qui se passe. Et ce qu'il disait, j'ai son espèce de petit tableau chipette. Moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé que c'était un peu cheap, là, assez amateur. On aurait dit un petit collage étudiant. Mais le premier en haut, là, de tarifs réciproques, c'était la Chine. Il disait, il nous charge 67 %. Après ça, il y avait l'Union européenne, le Vietnam, Taïwan, Japan, India, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Suisse, l'Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, 97 %, d'où des tarifs réciproques américains de 49 %. On va y aller, rejoindre un Québécois qui est là-bas. Mais vous dites, ça va nous forcer finalement à nous ouvrir, nous aussi, à la Chine. C'est la Chine qui ressort gagnant, vous diriez de ça? Pas sûr que ça soit le plan de Trump, quand même. Le gouvernement chinois et le gouvernement canadien ont un petit froid depuis quelques années. Un petit gros. Et il faut se rappeler que dans l'accord de commerce Canada, États-Unis, Mexique, il y a une clause qui dit que si un des pays se rapproche de la Chine avec un accord de commerce, ils peuvent être éjectés de l'accord de commerce nord-américain. Donc, le Canada est vraiment dans une situation délicate, là. Délicate envers la Chine. Parce que parce qu'on a beaucoup dit, ingérence politique de la Chine dans les affaires du Canada, ce qui est intolérable. Là, on les a quand même une façon de réagir aussi par rapport, on s'est quand même collé sur la politique américaine vis-à-vis des véhicules électriques avec 100 % de frais de douane. Là-dessus, Christine Fréchette disait pas question qu'on enlève ça, on va les garder. Donc, on craint aussi l'arrivée massive de dumping chinois, de voitures, de véhicules électriques chinois et autres bébelles chinoises. Donc, comment on doit se positionner par rapport à ça, là? C'est vraiment très... Et le fait que les Américains mettent des tarifs douaniers plus élevés, que l'Union européenne en ait ajouté aussi, ça fait en sorte que la surproduction chinoise va chercher un marché. Est-ce que ça va être le marché canadien? Est-ce que ça va être l'Australie? Alors là, on est vraiment dans une situation... Mais ça, c'est des petits marchés par rapport à l'Europe ou les États-Unis. Là. Absolument. Mais voulez-vous une voiture électrique à 15 000 $? C'est ça que la Chine est capable de vous proposer aujourd'hui. Je pense que tout le monde va dire oui. C'est ça. Puis évidemment, avec l'attitude d'Elon Musk et de Tesla... On pourrait vraiment... Je peux imaginer que le gouvernement canadien va penser à diminuer son tarif douanier pour... Pensez qu'éventuellement, on n'aura pas le choix. Tout est possible. Je pense que déjà l'industrie de l'auto s'y prépare. Là. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une législation aux États-Unis qui s'appelle le Uyghur Act qui interdit l'importation de produits issus du travail forcé, notamment des Ouïghours en Chine. Et ça, pour les entreprises canadiennes, c'est un casse-tête parce que comme on assemble des pièces, puis notre marché naturel d'exportation, ça va toujours être les États-Unis, malgré les tarifs. Se rapprocher commercialement de la Chine, ça nous nuit dans nos relations avec les États-Unis. Puis il y a un effet paradoxal des tarifs, parce que là, Trump a mis beaucoup de tarifs à tous. Il a mis un tarif universel de 10 % à tous les pays, mais le Canada et le Mexique ne sont pas touchés. Donc nous, paradoxalement... Parce qu'on a l'ASEAN, parce qu'on a déjà cet accord. Et donc, nos entreprises se font aussi conférer un avantage comparatif. Ils rendent la compétition étrangère. Fait qu'il a été fin, on doit-tu le remercier? Donc, ça change tout. C'est une nouvelle partie de poker qui commence. Là. Ouais, j'écoutais Jean Charest hier, ex-premier ministre du Québec, qui m'a fait sourire parce qu'il disait, c'est comme si on avait le syndrome de Stockholm. Vous connaissez ce syndrome où finalement la victime d'un bourreau développe des sentiments pour son bourreau et le fait de dire, finalement, on devrait quasiment y dire merci parce que ça aurait pu être pire. C'est comme un peu de... c'est comme si on avait un peu le syndrome de Stockholm. Bon, enfin, oui, c'est ça. Pourquoi pas? Trump nous annonce la fin du monde, puis finalement, il fait juste nous casser le bras. Exactement. Fait que ça fait moins mal. C'est ça. On a mal, mais moins. Après la pause, on parlait du Cambodge. On va retrouver Frédéric Proulx, qui est un entrepreneur qui est là-bas et qui va nous dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire. C'est presque 50 % de tarifs là-bas. Pourquoi le Cambodge? Pourquoi d'autres pays comme ça? Il y a l'industrie textile qui est très importante là-bas, entre autres choses. On va faire la lumière là-dessus. Merci de nous écrire. Il y a François
François qui dit il ne faut pas qu'on reste assis sur nos mains. On doit s'affranchir des Américains, regarder outre-mer plus activement. Il y en a d'autres qui disent il faut absolument... Ce qui ferait mal aux États-Unis, c'est de les exclure des Jeux de Cortina l'année prochaine. Les pays touchés de tarifs de ne pas aller aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Imaginez des stades vides. Serge dit il n'y aura pas de retour en arrière. Effectivement, Trump a voulu le divorce, alors on le tolère jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de s'approvisionner ailleurs, puis après, on laisse tomber fini la dépense. Il y a beaucoup de commentaires, évidemment, ça vous préoccupe. Beaucoup de gens qui se disent mais comment faire? Peut-on arrêter cet homme? Comment arrêter ses stratégies? Ça doit venir des Américains. Beaucoup de gens aussi parmi vous là, qui sont convaincus que ça doit absolument venir des Américains. On va s'arrêter ici, très courte pause, et on poursuit sur ce sujet.